Nous continuons de parler du Togo. On va évoquer l'année 2018. On vit les dernières heures de cette année. Pour le Togo, l'année 2018, c'était quand même une année, si on prend les chiffres macro, d'une année d'embellie économique et en même temps de contraste politique, parce que Ibrahim Adjan, par exemple, le rapport Doing Business, on a vu le Togo qui a fait un bond de 19 points, on a vu le Millennium Challenge. Quand tout cela montre qu'au niveau macro, l'économie se porte plutôt très bien. Mais qu'est-ce qui ne marche pas au Togo? Parce que si on le dit niveau macro, oui, mais les gens ne vivent pas du macro. Oui, c'est vrai. Ça, ce sont des chiffres. Vous avez parlé des chiffres et ça, il faut aussi voir un peu le travail qui se fait au niveau de ces instituts, de ces disons cabinets qui s'occupent de ces sondages et qui s'occupent de ces études. Vous savez que lorsque l'on utilise des indicateurs de complaisance, on ne peut qu'aboutir à des résultats aussi de complaisance. Et donc, pour le moment, ce ne sont pas les chiffres qui parlent au Togo. Il faut plutôt vivre la réalité. Il faut voir ce qui se passe. Est-ce que le panier de la ménagère est bien garni? Il faut voir ça. C'est un des éléments. Et l'autre aspect aussi, quand vous prenez un peu les projections et toutes les études relatives à l'aspect croissance économique, on voit que le Togo est bien logé, mais la réalité sur le terrain, c'est que vraiment la misère dicte sa loi aux populations. La réalité, c'est que la pauvreté n'a pas véritablement reculé au Togo. Donc, ces chiffres, je me dis que ça s'arrête au niveau de ces institutions. Et le plus souvent aussi, c'est lorsque les services de l'État produisent des rapports et disent par rapport à tout ce qui se fait. Si je prends un peu le cas de la création des entreprises. C'est vrai qu'au Togo, il y a eu en 2018 des milliers d'entreprises qui sont créées. Mais la réalité sur le terrain, c'est que allez-y voir si vraiment ces milliers d'entreprises-là opèrent. Vous créez l'entreprise, vous installez, l'hôtel est déjà à vos portes et ça décourage, les gens mettent la clé sur le paillasson et tout ça là. Et au finish, ce que les chiffres donnent, ce n'est pas ça que nous remarquons sur le terrain. Mais il faut relativiser et dire qu'il y a eu quand même des efforts qui ont été faits au niveau du gouvernement pour alléger un peu les conditions de création d'entreprises, accompagner certaines structures et de mettre à disposition des opportunités aussi qui puissent amener à l'entrepreneuriat dans le pays. Donc il y a un travail qui a été fait. C'est pour cela même que quand nous venons au niveau des indicateurs du Millennium Challenge à compte, vous voyez que le Togo a fait des bons et a validé des indicateurs là-bas. Mais l'autre aspect, et c'est l'aspect qui nous tient, nous, véritablement à cœur à temps nouveau, c'est la lutte contre la corruption. Parce que sans une lutte acharnée, une lutte méthodique contre la corruption, tous les efforts que le gouvernement va déployer, je pense que ça ne portera pas leur fruit. Est-ce que si on prend quand même ce qu'on appelle aujourd'hui embellie économique au Togo, ça ne donne pas l'impression que les gouvernants au Togo travaillent plus pour satisfaire des critères au niveau international, alors qu'au niveau de la vie même des citoyens, il n'y a pas véritablement d'impact? Oui, mais c'est vrai, c'est ce que mon confrère disait tout à l'heure. Est-ce que le Togolais mange 2 ou 3 fois par jour? Combien de Togolais mangent 2 ou 3 fois par jour? Aller à l'intérieur du pays pour voir ce que c'est que la pauvreté. On a l'impression que le gouvernement a envie d'être beau de l'extérieur et d'être vilain de l'intérieur. C'est extraordinaire qu'on nous dise que le Togo a eu une embellie économique alors que dans certaines villes, je parle de villes, on n'a pas d'eau potable. Dans certaines localités, on n'a pas de bâtiment scolaire. On n'a pas de centre de santé. Les Togolais ont faim. Il faut parcourir des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Pas potable, mais sale en plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est extraordinaire qu'on parle d'embellie économique lorsque on vous dit qu'on a mis des milliards pour construire une route et que l'argent disparaît comme ça des caisses de l'État. On n'a jamais vu la trace de ces sous-là. Et on remet d'autres milliards. On confie le chantier à une autre entreprise. C'est extraordinaire qu'on parle d'embellie économique lorsque, dans un pays, un citoyen a plus de 3 ou 4 emplois.
Mais on ne sait pas sur quels critères ces instituts mènent leurs enquêtes pour donner des résultats. Je suis Togolais, je suis fier qu'on dise que mon pays a fait un bond. Mais est-ce que derrière ça, je suis fier de ce que je vis au quotidien? Est-ce que ça veut dire que c'est des chiffres qui ne reflètent pas la réalité quotidienne? Mais la réalité quotidienne, elle est là, on la vit tous les jours. Le Togolais a faim, le Togolais a besoin de se faire soigner, le Togolais a besoin de se sentir homme dans son pays. On n'a pas tout ça. À Lomé, peut-être ça va mieux. Mais allez dans les rues, allez voir les enfants qui dorment dans les rues, allez voir comment la pauvreté s'est installée en béton dans certaines familles, dans certaines localités. Moi, je suis rentré du Nord il y a quelques semaines, j'ai vu la pauvreté au Nord, j'ai vu la pauvreté dans certaines préfectures du Togo, que ce soit au sud, au centre, au nord, un peu partout. Donc, le panier de la ménagère, aujourd'hui, quand vous demandez si véritablement le Togolais arrive à s'alimenter normalement, c'est terrible. Et donc, tous ces facteurs font que beaucoup de Togolais s'interrogent sur la fiabilité de ces enquêtes qui sont menées. Ibrahim parlait tout à l'heure des opportunités que le gouvernement a déployées pour permettre la création des entreprises. Mais moi, je travaille avec une association qui fait dans le social. Depuis 10 ans, on n'a pas de siège. Il y a 6 mois, on a eu un petit siège qu'on a monté. Et je vous dis, 2 mois après l'installation de notre siège, l'OTR nous a appelés. Et quand on est allé, on nous parle de payer des taxes d'habitation, des taxes de ramassage d'ordures, des taxes pas possibles. Et quand on a fait le calcul, il dit, mais c'est pas possible. Nous sommes une association. C'est la même réalité que vivent les autres sociétés. Vous arrivez à la chambre de commerce, en quelques heures, vous avez votre carte d'opérateur économique. Mais dès que vous ouvrez les portes de votre petite structure, 2 semaines, 3 semaines plus tard, l'OTA arrive. Et si vous ne payez pas, on vous ferme. Alors, à quoi ça sert de donner ces opportunités L'État doit vivre aussi. Hein, L'État vit. Si tant est que l'argent qu'on ramasse, si tant est que l'argent qui est collecté est bien utilisé, nous sommes des citoyens, nous serons d'accord de payer nos taxes et nos impôts. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On est à quelques heures du réveillon. Dites-moi si vous avez senti qu'à Lomé, la capitale, il y a les fêtes de fin d'année actuellement. Moi, il y a un feu d'artifice qui va être allumé. Oui, mais un feu d'artifice, on ne mangera pas les feux d'artifice. Allez dans les ménages pour voir combien de Togolais arrivent à manger à leur faim. Combien d'enfants togolais arrivent à être scolarisés, à bénéficier des soins de santé, etc. C'est pathétique et ça fait mal. On n'a pas besoin d'être bon élève aux yeux de ces institutions et être mauvais élève lorsque au sein de nos ménages, le panier de la ménagère a toujours été vide et continue d'être vide à ce jour. Alors, Ibrahim, quand on fait quand même ce bilan économique qu'on trouve assez désastreux sur le plan intérieur, on pense tout de suite à la situation politique du pays. Est-ce qu'il y a un rapport? Forcément, il y a un rapport parce que vous avez vu les manifestations depuis le deuxième semestre de 2017 jusqu'à nos jours, les manifestations que la coalition de l'opposition a eu à organiser a véritablement impacté les activités économiques dans le pays. Et Lomé, notre port, n'était plus la destination privilégiée des opérateurs économiques de l'Interland. Donc ça a freiné les activités. Et même aujourd'hui, quand vous allez au port de Lomé, qu'on baptise le poumon de notre économie, mais ce n'est pas ça. Mais ça ne va pas. Les activités sont au ralenti et vraiment, ça ne va pas. Même au grand marché, nous avons fait un tour la veille de Noël et même quelques jours après Noël, nous sommes allés encore pour nous entretenir avec certains revendeurs, certains commerçants. Mais le constat est que c'est de la morosité, ça ne marche pas. Tout le monde se plaint, les gens n'ont pas pu passer des commandes parce qu'il y avait aussi les élections législatives qui faisaient aussi peur parce qu'il y avait des appels à empêcher par tous les moyens et les gens redoutaient de forts moments de tension en ces périodes de fin d'année et donc ça fait que les commandes n'ont pas été passées. Donc il y a beaucoup
de problèmes sur le plan politique qui ont véritablement influencé les activités économiques dans notre pays. Ça, mais on dira quand même que la morosité économique ne date pas d'août 2017, hein, que ça a toujours été ainsi au Togo. Non, mais peut-être que ça s'est aggravé. Sinon, avant août 2017, les activités allaient mieux et il y avait quand même une certaine sérénité au grand marché. Les femmes contractaient des prêts et passaient des commandes et autres. Mais avec les mouvements, il y a eu beaucoup de peur. D'ailleurs, il y a un bon nombre de femmes qui ont réduit leur façon d'opérer, c'est-à-dire que les commandes et tout ça, ils ont réduit l'assiette par rapport à tout ce qu'ils faisaient comme chiffre d'affaires, et tout ceci, c'est parce que sur le plan politique, ça n'allait pas. Bon, heureusement qu'à un moment donné, on a senti un peu de la calmie avec le dialogue politique qui a démarré et disons l'engagement aussi de la C14 de ne plus organiser des manifestations politiques. Donc ça fait que entre-temps, ça avait repris et le gouvernement s'emploie maintenant, c'est ce que nous apprenons, à faire en sorte que la stabilité, le calme et la paix règnent dans le pays. Et aussi, il y a aussi des réflexions par rapport au PND, au Plan national de développement, comment mobiliser les ressources pour mettre en œuvre ce programme que, je rappelle au passage, est très ambitieux et ce programme qui peut repositionner le pays en matière de développement et pouvoir répondre aux défis de l'émergence. 2018-2022, c'est ça? 2018-2022. Oui. On se demande pourquoi on a des plans sur 3 ans, 5 ans. On n'a pas de vision sur 20 ans, 50 ans. Non, pour le moment, des plans court-termistes. Non, c'est un plan quinquennal parce que pour le moment, on pense à l'urgence. L'urgence aujourd'hui, c'est d'aller vers l'inclusion sociale. C'est vrai que quand vous prenez le PND, ils sont sur 3 axes. À part, disons, l'inclusion sociale et le renforcement des capacités des populations à pouvoir se prendre en charge et à pouvoir lutter véritablement contre la pauvreté. Il y a l'autre aspect de faire de Lomé ou bien de faire du Togo plutôt un hub logistique et de faire en sorte que le Togo devienne le poumon de l'économie au niveau de la sous-région. Et en dehors de ça aussi, il y a le renforcement des infrastructures et il faut aussi aller vers les industries minières et tout ça, l'administrative. Donc il y a tout un travail qui sera fait et à terme, selon ce qui a été décliné par les autorités togolaises et ce qui était à l'initiative de ce plan national de développement, c'est qu'à terme, cela va amener quand même à une amélioration substantielle des conditions de vie des Togolais et déboucher sur la création de l'emploi. Ça serait une solution au problème de chômage et aller vers l'urbanisation assez poussée du Togo et faire du Togo une destination privilégiée des opérateurs économiques. Et je rappelle au passage que lorsque les opérateurs économiques affluent dans un pays, c'est qu'il y a de la vitalité là-bas et c'est que dans ce pays, il va forcément aller vers un développement économique assez poussé. C'est ce que les autorités togolaises ambitionnent et nous apprenons que aussitôt après ces législatives, c'est le chantier qui sera ouvert. Pour le moment, c'est des promesses. C'est des promesses. On a vu des projets qui ont mobilisé des milliards qui n'ont servi à rien. Finalement, ça a été détourné. Comment on les appelle, les investisseurs étrangers s'étaient fâchés, ils ont bouclé le projet, ils sont partis. Je parle du cas du PNIASA, parce qu'on a mis des milliards pour développer l'agriculture. Tout le monde était content au lancement de ce projet. On a vu ce que le PNUD a mis, on a vu ce que voilà, etc. Mais au final, aujourd'hui, l'agriculture togolaise est à quel niveau? C'est ce qui fait douter beaucoup de personnes sur le cas du PND. C'est vrai que c'est un projet ambitieux et porteur.
il faudrait, pour sa réalisation, il faudrait que le chef de l'État lui-même s'investisse personnellement. On a vu quand même depuis le début, c'est lui qui défend ce projet dans les grands colloques. Oui, mais c'est son devoir. Il le fait toujours. C'est pour ça, mais au finish, ceux qui sont placés sur ce projet, lui ne gère pas le projet. C'est eux qui déçoivent. Il défend le projet auprès des opérateurs, des bailleurs et tout, mais il ne gère pas le projet. Et donc, il faudrait placer des gens qui... Oui, mais c'est toujours lui parce que c'est lui qui place les hommes. Mais qu'est-ce qu'il a déjà... Pour le cas du Pniaza, qu'est-ce qui a été fait? On a vu comment ces fonds ont été gérés. On a vu, je vous dis que les bailleurs ont dit, c'est bon, on arrête de financer votre projet. Ils sont repartis. Mais ceux qui étaient à la tête de la gestion de ce portefeuille sont toujours là. Ils sont toujours là, ils ne sont pas inquiétés, ils sont toujours là. Et on a dû ressortir un autre projet pour développer encore l'agriculture. Ils sont là à piloter le même projet. Pour quel résultat? Et donc, pour le cas du PND, je pense qu'il est de l'intérêt du chef de l'État d'avoir son œil dedans. Il faut, s'il faille aller trouver des Togolais au sein de la diaspora qui ont fait leur preuve, les inviter à venir gérer ce portefeuille, il faut le faire. Parce que l'expérience de la gestion faite par des concitoyens de ces différents projets a prouvé que, au final, c'est des enrichissements illicites. Les gens se sont enrichis, ils ont détourné de l'argent, ils n'ont pas été inquiétés. Aujourd'hui, ils circulent comme ils veulent. Et donc, pour le cas du PND, vu l'engouement que le chef de l'État met dans ce projet, ça veut dire que c'est un projet ambitieux, porteur. Heureusement que ce projet intéresse. Je parle de son dernier voyage en Chine. J'ai vu comment les investisseurs sont venus vers lui pour s'informer davantage. Voilà, et donc il y a un intérêt qui est dégagé. Il ne faudrait pas que, après quelques années, qu'on nous dise que les milliards qui sont mis dans ce projet ont été dilapidés comme ça. Et ce n'est pas notre argent, c'est des prêts qui vont être faits, qui vont être remboursés par les Togolais. Si nous, on ne le rembourse pas, ce sera nos enfants ou nos petits-enfants qui vont le rembourser. Et donc, moi, en tant que citoyen, j'ai le droit d'avoir mon regard sur comment ces fonds vont être gérés. J'ai envie... moi, il y a quelques semaines, j'étais à Addis Abeba. J'ai atterri à l'aéroport d'Addis Abeba. J'ai été séduit. J'ai été séduit de la beauté et de tout le périmètre que cet aéroport occupe aujourd'hui. C'est vrai qu'on ne peut pas comparer l'aéroport de Lomé à celui d'Addis Abeba, mais j'ai envie aussi d'avoir un aéroport avec autant de commodités chez moi. J'ai envie d'avoir de grandes routes chez moi à Lomé. Au Togo, j'ai envie d'avoir tout ce qu'il y a comme infrastructure. J'ai envie d'avoir des opportunités de travail pour mes enfants, pour les enfants des autres Togolais. Et si on me dit que grâce au PND, tout ça va être réalisé, il faudrait que les choses se passent dans les règles de l'art. Il ne faudrait pas qu'un groupe d'hommes autour du chef de l'État s'acoquine pour détourner ces fonds, parce que demain, c'est le chef de l'État qui va être comptable de la gestion qui a été faite de ces fonds-là. Ce projet. Il faut, comme on dit en anglais, the right man at the right place. The right place, c'est ça. Je pense que c'est ça. Et quand on veut aller vers ce mécanisme, the right person at the right place, c'est la lutte contre la corruption. Et c'est ça, c'est le nœud. Selon quand même certains observateurs, la lutte contre la corruption, ce sera un combat très difficile amené par le gouvernement actuel. Non, s'il y a de la volonté, on peut arriver. Non, s'il y a de la volonté, on peut parvenir, on peut arriver à bout de ce phénomène. Et la volonté suppose quoi? La volonté suppose que le chef de l'État donne l'autorisation aux canaux qui doivent travailler par rapport aux investigations, par rapport aux audits et rappeler les gens à l'ordre. Il y a une commission qui est mise en place, mais qui ne fait rien. Mais qui raisonne pour le moment. Qui raisonne pour le moment. Et moi, je dis, au-delà de la volonté, il faudrait que le chef de l'État comprenne qu'il est comptable vis-à-vis du peuple togolais. Depuis que le chef de l'État est arrivé à la tête de ce pays, qu'est-ce qu'on lui reproche de plus tous les jours? C'est son indifférence face à la prise de certaines décisions. Il faut frapper du poing sur la table. Vous avez écouté le discours de Denis Sassou Nguesso, c'est vrai que beaucoup n'y croient pas, mais au moins l'avoir dit
peut convaincre certaines, certains Togolais. Oui, mais il a quand même dit. Et certains présidents l'ont fait. Aujourd'hui, Patrice Talon paye les pots cassés. Aujourd'hui, il encaisse tous les coups parce qu'il a envie de changer, de rompre avec l'ancienne habitude. Et il a dit, je vais frapper fort. Et il le fait. On a vu dans d'autres pays, des ministres ont été mis aux arrêts, des directeurs de société ont été mis aux arrêts parce que ils n'ont pas bien géré ce budget ou ce projet qui a été mis à leur disposition. Pourquoi on ne pourra pas le faire ici au Togo? On peut le faire. On a eu des cas qui ont été décriés par l'ensemble. Au final, c'est notre argent, c'est mon argent. Je paye les taxes parce que je suis citoyen de ce pays. On me calcule des taxes que je paye à la fin du mois. Si je prends le cas de l'électricité, on me dit que je dois payer des taxes pour l'éclairage public. Si je ne paye pas les taxes sur l'éclairage public, je n'aurai pas de fourniture énergétique. Ça veut dire que je donne mon argent pour qu'on construise mon pays. Je ne donnerai pas mon argent pour qu'un ministre s'enrichisse. Et donc, il faut frapper. Je pense que cette volonté, c'est vrai que les Togolais ont toujours demandé que l'État ne se montre pas complaisant vis-à-vis de ces crimes économiques et vis-à-vis de ces détournements. Et il y a aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a une haute autorité qui est créée pour pouvoir lutter sérieusement contre ce phénomène. Je veux parler de la compréhension. On veut voir cette haute autorité travailler véritablement pour freiner la corruption dans le pays. Mais au même moment, il faut rappeler qu'au niveau de certains services de l'État, au niveau de certaines institutions, il y a des mécanismes pour aller vers ce qu'eux-mêmes ils appellent, comment l'appelle-t-on là, un processus pour pouvoir bien gérer les finances publiques. Et en même temps, pour décourager toute velléité de détournement. Donc, quand vous allez au ministère de l'économie aujourd'hui, tout est fait de telle sorte que les marges de détournement sont vraiment... mais il y en a encore. C'est plus possible quand même. Il y en a un degré de faire des détournements méga nature, comme c'était par le passé, les gens, même tout un budget d'un ministère. Lorsqu'à la sortie de cette émission, vous volez, je ne sais pas, 1000 francs ou 2000 francs chez la bonne dame dehors, mais on vous envoie directement à la police. Mais voler des milliards, vous êtes tranquille, vous n'avez pas de compte à rendre. Non, là-bas, c'est l'État qui doit vous poursuivre. Non, il se passe que vous venez de parler d'une clique. Et cette clique vous avez parlé d'une clique. Et effectivement, cette clique opère. Et cette clique est solidaire dans le mal. Vous comprenez les histoires de coquetterie, le copinage et autres là. Mais ça fait que quand vous êtes... Il faut un bouc émissaire pour servir d'exemple. C'est vrai que le chef de l'État doit agir. Et ça, c'est ce que tout le monde attend de lui. Le chef de l'État doit agir. Mais il y a des voleurs. Ce que nous savons aussi, c'est que le chef de l'État avait parlé d'une lutte méthodique. Une lutte méthodique, ça ne se fait pas. Mais on attend les résultats. On ne se lève pas, on prend parce qu'on a appris que telle personne a détourné, on l'envoie en prison. Il y a un travail qui se fait. Il y a des audits qui se font. Un premier ministre qui voyage, qui part en vacances et qui utilise l'argent de l'État est soumis à des explications et il démissionne. Ou il rembourse, il démissionne. On a envie de ça. On espère quand même. Je pense qu'on va arriver à cela. C'est un cheminement et je pense que par rapport à tout ce qui se dit, nous disons que le chef de l'État a compris d'abord le message parce que la colère, cela aussi a participé à la colère des Togolais. Parce que les Togolais, en criant, en sortant, quand vous avez vu ce beau monde qui est sorti dans les rues pour demander qu'il y ait des réformes, c'est par rapport à ces détournements, c'est par rapport à cette clique-là qui s'accapare les ressources du pays et tout ça. Donc les gens voudraient que le chef de l'État agisse et je pense que le chef de l'État a compris le message et selon les indiscrétions, il va agir et pour le bien togolais. Quelques minutes, les vœux rapidement. Alors, beaucoup de santé d'abord parce qu'il faut être en bonne santé pour bénéficier des autres avantages que Dieu nous donne au quotidien. Beaucoup de santé, beaucoup de prospérité pour cette nouvelle année. Que nos rêves se réalisent et que on se sente vraiment fiers d'être Togolais. On a envie aussi de partager des moments de plaisir avec nos familles, avec nos amis. On n'a pas de vacances parce qu'on n'a pas les moyens. Que 2019 soit cette année de concrétisation et cette année d'ouverture à de nouvelles perspectives pour tous. Ibrahima Dia. Oui, c'est vrai que 2019 apporte plus de perspectives.
et que 2018 emporte les querelles politiques, les incompréhensions et tout ce qui n'a pas tourné sur le plan politique et qui a véritablement impacté aussi le social et l'économie dans notre pays. Non, on ne voudrait plus vivre de ces scènes en 2019. Et je souhaite bonne année à tous les Togolais, particulièrement à mes frères de Tchamba, puisque au Togo, c'est Tchamba, cette ville qui m'a vu naître, et cette ville où chacun, on sent une certaine solidarité africaine. C'est extraordinaire. Ah bon? Oui, quand vous arrivez à Tchamba, vous sentez vraiment qu'il y a cette solidarité. Lorsque vous êtes dans une situation de joie, vous avez de la famille autour de vous. Quand vous êtes dans le malheur, ils sont toujours autour de vous. On sent encore cette chaleur africaine. Il est de là-bas. C'est ce que j'apprends quand même. D'accord. Donc, bonne année à toute la ville, à toutes les populations de Tchamba. Bonne année à tous les Togolais. Et que 2019 nous apporte plus de joie, plus de bonheur, et que les Togolais se sentent vraiment appartenir à leur pays et qu'on libère l'avenir de ce pays. À mon tour également de vous présenter les vœux les meilleurs pour l'année prochaine. Merci d'avoir été des nôtres durant toute cette année, de Lomé à Saint-Cassé, du Togo à Paris, à Sydney, à Washington, un peu partout dans le monde. Vous avez été nombreux avec nous. Merci à tous les confrères qui sont venus animer cette émission, à tous les invités politiques de tous les pans de la société. Merci à tous les techniciens qui ont accompagné cette émission. Je vous retrouve l'année prochaine.